À 2 heures du matin, mon mari pensait que je dormais, mais je l'ai entendu chuchoter au téléphone. Demain, elle signera le testament. Dans un mois, le problème se résoudra de lui-même. Ce qu'ils discutaient avec notre fille, et quand j'ai appris l'intégralité de leur plan, cela m'a anéanti le lendemain matin. Bonjour, chers auditeurs. C'est encore Clara. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et écoutez mon histoire jusqu'à la fin et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. Ainsi, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je pensais que la pire chose qui puisse arriver à une femme de mon âge était la solitude. J'avais tort. La pire chose, c'est la trahison. Silencieuse patiente et portant le visage de quelqu'un que vous aimez. Je m'appelle Dominique Lambert. J'ai 74 ans. Je vis dans la même maison blanche à Annecy, où j'ai élevé mes enfants, planté mes roses et enterré mon mari Gérard il y a 6 ans. Après le décès de Gérard, la maison semblait trop grande et trop silencieuse. Ma fille Renée a suggéré que ce n'était pas sûr pour moi de vivre seule. Mon gendre Martin a proposé de m'aider à gérer mes finances. Je pensais qu'ils étaient bienveillants. Je pensais que c'était ce que faisait une famille. Pendant 40 ans, j'ai enseigné l'anglais au lycée. J'ai lu Fitzgerald Faulkner O'Connor. Je connaissais quelque chose des personnages et de leurs motivations cachées. Mais d'une manière ou d'une autre, quand l'histoire était la mienne, je suis devenue la lectrice la plus naïve qui soit. La vie, avant cette nuit d'octobre, était ordinaire d'une manière que seule une personne qui regarde en arrière peut vraiment apprécier. Je jardinais le matin, je déjeunais le mardi avec ma voisine Pascale. J'appelais mes petits-enfants en vidéo les enfants de René Léa et Hugo le dimanche soir. Je prenais mon médicament pour la tension à 7 heures et mon complément de calcium à midi. J'étais prudente, constante et contente. Les premiers signes avant-coureurs, je le comprends maintenant, étaient là depuis des mois. Je n'avais simplement pas voulu les voir. Cela a commencé par de petites choses. Voilà. René a commencé à appeler plus souvent, non pas pour bavarder, mais pour poser des questions sur la maison, sur mes comptes de retraite, sur ce que je comptais faire avec l'assurance vie de Gérard. Je me disais qu'elle était responsable. Elle avait presque 50 ans pratique de nature, toujours celle qui était organisée. Quand elle a suggéré que je voie un conseiller financier, j'ai acquiescé. Quand elle a dit qu'elle pourrait assister à la réunion, je n'ai pas objecté. J'aurais dû. Puis Martin a commencé à apparaître les après-midi en semaine. Martin Dubois était mon gendre depuis 22 ans. Il vendait de l'immobilier d'entreprise, conduisait un nouveau 4x4 tous les 2 ans et avait ce genre de sourire permanent qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Il a commencé à passer avec des excuses. Une gouttière qui fuit un poteau de clôture à vérifier des courses qu'il faisait de toute façon. Chaque visite se terminait par sa promenade dans une pièce différente de la maison, regardant les murs, les plafonds, les sols, comme s'il estimait quelque chose. Un après-midi, je l'ai trouvé debout dans le bureau de Gérard, passant la main sur les étagères encastrées. Beau travail d'artisan, a-t-il dit. Tu sais ce que cette propriété vaut maintenant, Dominique, avec le marché actuel? J'ai dit, je ne comptais pas vendre. J'ai pu faire rire. Bien sûr que non. C'était juste pour dire. C'est bi- J'ai repensé à cette conversation de nombreuses fois par la suite. La semaine avant que tout ne change, Renée m'a apporté une pile de papier.
Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine avec une tasse de mon café et a dit qu'elle avait parlé à un avocat spécialisé en succession. Juste pour mettre les choses en ordre, maman, pour la tranquillité d'esprit de tout le monde. Les papiers comprenaient un Nouveau Testament, une procuration financière et des directives anticipées. René avait déjà rempli la plupart des blancs. Son nom apparaissait partout. Le nom de Martin apparaissait à 2 endroits. Tu n'as pas à signer aujourd'hui, a-t-elle dit, mais elle a laissé les papiers sur la table. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans le noir, écoutant la maison se tasser comme elle le fait toujours après 22 heures, le vieux bois se contractant dans l'air froid. Gérard disait que la maison respirait. J'ai entendu la voix de Martin avant d'entendre les mots. Il était presque 2 heures du matin. Je m'étais levée pour un verre d'eau et passée devant la chambre d'amis. René et Martin restaient pour la semaine. Quelque chose à propos de rénovation chez eux. C'est là que je l'ai entendu à travers la porte, parlant dans un murmure bas et prudent. Elle signera le testament demain. René va le lui expliquer le matin quand elle sera encore groggy à cause du somnifère. Une pause. Le médecin a déjà dit que son cœur s'affaiblit. 1 mois, peut-être 2, et tout se résoudra. Nous n'aurons rien à faire. Je suis restée dans le couloir dans ma chemise de nuit, les pieds nus sur le sol froid, tenant un verre que j'avais oublié que je portais. N'auront rien à faire. Je n'ai pas bougé pendant ce qui m'a semblé être un très long moment. Le verre dans ma main tremblait légèrement. Je l'ai stabilisé, j'ai appuyé mon dos contre le mur et j'ai respiré par le nez comme je m'étais appris à le faire pendant les années les plus difficiles. Les années de la maladie de Gérard, les années de coupe budgétaire et d'élèves difficiles, et un monde qui n'avait pas toujours de sens. Puis je suis retournée dans ma chambre, j'ai posé le verre sur la table de chevet et je me suis allongée. Je n'ai pas dormi, mais je n'ai pas pleuré non plus. J'ai simplement commencé à réfléchir. À 4 heures sort du matin, j'avais passé en revue chaque conversation des 8 derniers mois et j'avais trouvé le schéma que j'avais été trop confiante pour voir pendant qu'il se formait la réunion avec le conseiller financier où René avait fait la plupart des interventions. L'après-midi où Martin avait photographié la maison à des fins d'assurance. Le rendez-vous que René avait pris avec mon cardiologue, sans me le dire jusqu'à la veille, où elle s'était assise à côté de moi, et avait demandé au médecin de sa voix prudente et raisonnable si mon état était susceptible de progresser de manière significative au cours de l'année à venir. Le médecin avait parlé doucement de la réalité des cœurs vieillissants. René avait hoché la tête et pris des notes. Elle avait construit un dossier non pas contre un ennemi, mais contre sa propre mère. Je suis restée allongée dans le noir et j'ai senti la peur me traverser comme de l'eau froide. Pas la peur vive et soudaine d'un bruit fort, mais celle qui se propage lentement. La peur de comprendre quelque chose qui ne peut être compris. Ma fille que j'avais soignée pendant la varicelle des fiançailles rompues et une fausse couche dont elle n'a jamais parlé à son mari avait décidé que j'étais un problème à gérer, que ma vie, ma maison, mes économies, tout ce que Gérard et moi avions construit en 5 décennies, étaient des actifs à transférer selon un calendrier qu'elle et Martin avaient déjà calculé. N'auront rien à faire. Les mots de Martin et ce qu'il avait voulu dire que mon cœur allait simplement lâcher. Qu'il comptait dessus, j'ai pensé au somnifère que René avait mentionné.
J'ai pensé à la façon dont elle avait commencé à me l'apporter chaque soir elle-même pressée dans ma paume, avec un verre d'eau et un baiser de bonne nuit. Je ne l'avais pas remis en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Je me suis levée à 5h30. Je n'ai pas pris la pilule qu'elle avait laissée sur ma table de chevet. J'ai enfilé ma robe de chambre. Je suis allée à la cuisine, j'ai fait du café et je me suis assise à la table avec le vieux bloc-notes de Gérard et un stylo. J'étais une femme qui faisait des listes. J'avais toujours fait des listes. C'était ma façon de traiter le monde, une ligne à la fois, jusqu'à ce que la forme d'un problème devienne visible. Qu'est-ce que je savais avec certitude? Martin était au téléphone à 2 heures du matin, discutant de mon testament et de ma mort avec quelqu'un. René avait préparé des documents juridiques me désignant comme sa principale bénéficiaire et détentrice de la procuration. Ma fille m'avait donné un somnifère chaque nuit, sans explication claire de la prescription. Mon cardiologue avait été consulté sur le calendrier de mon déclin. Qu'est-ce que je ne savais pas encore? À qui Martin parlait? Si les documents que René avait apportés étaient légalement valides, tels que rédigés, si le médicament était ce qu'elle disait, si quelqu'un d'autre était impliqué. Que pouvais-je faire? J'ai pressé le stylo sur le papier et j'ai écrit le premier mot. Avocat. Pas l'avocat en succession de René le mien. Quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, d'un cabinet dont elle n'avait jamais entendu parler. J'avais rencontré une femme au club de lecture de Pascal il y a 2 ans. Françoise Audoux, une avocate en droit de la famille récemment retraitée qui avait déménagé à Annecy après 30 ans à Lyon. Elle m'avait donné sa carte parce que nous avions eu une longue conversation sur Willa Cather. J'avais toujours la carte dans le vieux Rolodex de Gérard sur le bureau. Le deuxième mot que j'ai écrit était médecin. Je devais parler à mon cardiologue seul, sans René dans la pièce. Et je devais poser des questions spécifiques sur ce qu'on lui avait dit et quelles informations ma famille lui avait données. Le troisième mot médicament. Je devais savoir ce que j'avais pris. Le flacon de pilule dans la salle de bain disait Stilnox et portait mon nom, mais il était apparu il y a 2 semaines sans ticket de pharmacie et mon propre médecin ne m'avait jamais prescrit de somnifère. Le quatrième mot que j'ai écrit était le plus difficile preuve, car rien de ce que je savais ne signifiait quoi que ce soit sans preuve. Je ne pouvais pas entrer dans un cabinet d'avocat et dire que ma fille avait chuchoté quelque chose dans la nuit. Je ne pouvais pas accuser Martin de prévoir d'attendre ma mort sans quelque chose de plus qu'une conversation que j'avais entendue à travers une porte fermée. Il me fallait de la documentation des conversations enregistrées, une trace écrite, quelque chose qu'un tribunal prendrait au sérieux. J'étais une professeure d'anglais à la retraite de 74 ans, pas une détective privée. Mais j'avais passé 40 ans à enseigner aux élèves, à lire attentivement, à penser de manière critique et à trouver des preuves pour chaque affirmation. Je savais comment monter un dossier. Quand j'ai entendu les pas de René dans le couloir à l'étage à 7h15, j'ai plié le bloc-notes et l'ai glissé à l'intérieur de la couverture du grand Robert, sur l'étagère de la cuisine. Puis j'ai mis la bouilloire en marche, je me suis tournée vers la fenêtre et j'ai attendu. Elle est descendue en robe de chambre, les cheveux attachés portant son téléphone. Elle m'a embrassée sur la joue et a dit Bonjour maman, bien dormi. Merveilleusement, ai-je dit. Je lui ai tendu une tasse de café et j'ai souri et j'ai observé son visage. De la même manière que j'avais autrefois observé les élèves qui pensaient s'en être tirés à bon compte, cherchant la petite lueur involontaire de soulagement. La voilà. Elle pensait que j'étais toujours sa mère gérable, agréable, endormie.
Elle n'avait aucune idée que j'étais réveillée depuis 5 heures, pensant clairement pour la première fois depuis des mois. Cet après-midi-là, pendant que René faisait la sieste et que Martin se rendait à Leroy Merlin pour des raisons que je ne prenais plus la peine de croire, j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à la maison de Pascal et j'ai emprunté son téléphone. J'ai appelé Françoise Audoux à 14h17. Elle a répondu à la troisième sonnerie. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler en privé et de toute urgence. Elle m'a demandé si je pouvais venir à son bureau à domicile le lendemain matin. Oui, ai-je dit, mais s'il vous plaît, ne me contactez pas à mon numéro de domicile ou sur mon portable personnel. Je vous expliquerai quand je vous verrai. Il y a eu une brève pause. Françoise était une femme intelligente. Je comprends, a-t-elle dit. 9 heures. Je suis rentrée chez moi à travers les feuilles d'automne, l'orange vif et le rouge des collines d'Annecy tout autour de moi. Et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec mon état cardiaque. C'était de la clarté, et en dessous quelque chose de plus ancien et de plus dur, de la détermination. Le bureau à domicile de Françoise Audoux se trouvait à l'arrière d'un charmant bungalow sur l'avenue de Kimberley, derrière un jardin qui conservait encore ses couleurs de fin d'automne. C'était une femme svelte, d'une soixantaine d'années, avec des cheveux argentés, et le genre d'immobilité délibérée qui vient de décennies passées dans les salles d'audience. Elle a écouté tout ce que j'ai dit sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et m'a regardé un moment. Dominique, a-t-elle dit, ce que vous décrivez a un nom. Cela s'appelle un abus de faiblesse. Et dans les cas où les documents financiers sont préparés par un membre de la famille qui en bénéficiera combiné à des preuves d'isolement et de gestion des médicaments, cela atteint le niveau d'exploitation financière des personnes âgées selon la loi française. J'ai main. Mais l'entendre dire à voix haute par une avocate dans la fraîche lumière du matin le rendait réel d'une manière différente. Françoise m'a dit ce que je devais faire et dans quel ordre. Premièrement, je devais établir immédiatement une représentation légale et m'assurer que tous les documents qui m'avaient été présentés soient examinés avant que je ne signe quoi que ce soit. Deuxièmement, je devais parler à mon propre médecin, pas mon cardiologue, mais mon médecin traitant séparément et en privé, et demander une évaluation cognitive formelle pour créer un dossier officiel attestant que j'étais saine d'esprit et que je n'avais demandé aucun sédatif. Troisièmement, je devais documenter tout ce dont je pouvais me souvenir avec des dates des heures et des termes spécifiques. Et quatrièmement, je devais être patiente. Le but, a dit Françoise, n'est pas de confronter. Pas encore. Le but est de construire une base si solide que lorsque vous agirez, rien de ce qu'ils diront ne pourra l'ébranler. Je suis sortie de ce bureau avec un accord de représentation signé dans mon sac à main et une liste des prochaines étapes écrite de l'écriture claire et régulière de Françoise. La matinée semblait différente. Annecy en novembre a une qualité de lumière particulière, basse et dorée, traversant les branches nues sous un long angle. Je suis rentrée chez moi en voiture, je suis entrée et j'ai agi exactement comme je l'avais toujours fait. Ce que je ne savais pas, c'est que Renée avait déjà remarqué quelque chose. Ce soir-là, elle a mentionné nonchalamment qu'elle avait vu Madame Whitmore en prenant le courrier. Elle a dit qu'elle t'avait vu marcher jusqu'à sa maison hier. Tédéi. Le ton de René était léger, mais ses yeux étaient vigilants. Je ne savais pas que vous aviez des projets. On n'a pas toujours besoin de projets, ai-je dit.
C'est ma voisine. Bien sûr. In. Tu aurais pu utiliser ton portable, maman, si tu avais besoin de passer un appel. Tu irais le regarder droit dans les yeux. Chase, je sais, ma chérie. Elle a souri et a changé de sujet, mais je l'ai vue envoyer un SMS quand elle pensait que je ne regardais pas. 2 jours plus tard, j'ai vu mon médecin traitant le docteur Anne Révier lors d'un rendez-vous de routine que j'avais déjà programmé. J'avais appelé à l'avance et demandé à la réceptionniste de noter que cette visite devait être privée. Aucun membre de la famille dans la salle d'examen et aucune information communiquée à quiconque sans mon autorisation écrite. J'ai également demandé au docteur Révier de faire une analyse de sang complète. Les résultats sont revenus 4 jours plus tard. Mon sang montrait des traces d'un composé de benzodiazépine, spécifiquement une faible dose de lorazépam. On ne m'avait pas prescrit de lorazépam. Je n'en avais à ma connaissance jamais pris. Je suis restée avec cette information pendant 24 heures complètes avant d'appeler Françoise. C'est votre preuve, a dit Françoise. Sa voix était très calme. C'est le point de non-retour, le médicament que René pressait dans ma paume chaque nuit. La pilule qu'elle me disait être du Stilnox pour dormir contenait un composé qui n'était pas ce qu'elle prétendait. Le lorazépam à faible dose ne m'aiderait pas simplement à dormir. Il me garderait docile, lente, légèrement confuse, facile à gérer, facile à guider vers une signature. Françoise m'a demandé d'apporter le flacon de pilule à son bureau. Je l'ai apporté le lendemain matin. Elle l'a photographié, a documenté l'étiquette et l'a envoyé à un pharmacien de confiance pour une analyse indépendante. Elle a également contacté un collègue spécialiste du droit des personnes âgées dans un cabinet à Lyon qui avait traité des cas similaires. L'affaire avait maintenant un deuxième professionnel qui la soutenait. Elle avait des preuves médicales. Elle avait une représentation légale. Et elle avait, pour la première fois, la forme de quelque chose qui pouvait gagner. Le même après-midi, Martin a frappé à la porte du bureau où je lisais et s'est assis en face de moi avec la confiance détendue d'un homme qui croyait être toujours en contrôle de la situation. Il m'a demandé si j'avais encore réfléchi aux documents que René avait laissés. Je suis encore en train de les examiner, ai-je dit. Il n'y a pas d'urgence, a-t-il dit. Mais l'avocat a dit que le fait d'officialiser les choses le plus tôt possible vous donne plus de contrôle, pas moins. Ça vous protège, Dominique. Il l'a dit chaleureusement, généreusement, comme s'il me rendait un service. J'ai hoché la tête et l'ai remercié. Je l'ai regardé quitter la pièce et j'ai pensé: tu n'as aucune idée que le rapport du pharmacien sera prêt d'ici vendredi. Tu n'as aucune idée que Françoise Audoux est déjà au téléphone avec le cabinet de Lyon. Tu n'as aucune idée que cette maison, cette chaise, cette pièce calme n'est plus ton plan. C'est le mien. Je suis retournée à mon livre. Mes mains étaient instables. À la deuxième semaine de novembre, le plan comportait 4 éléments concrets. Françoise avait conseillé la patience, mais elle avait aussi dit que la fenêtre pour agir n'était pas indéfinie. René et Martin continueraient de faire pression pour la signature, et plus je tardais sans explication, plus ils risquaient de devenir méfiants ou de prendre une forme d'action préventive. Le premier élément était un Nouveau Testament indépendant. Je l'ai rédigé avec Françoise en 2 sessions. Tout était simple et intentionnel. La maison irait dans une fiducie. Je contrôlais une partie de l'assurance vie de Gérard et mes économies de retraite
serait placé dans une fiducie caritative gérée par la fondation communautaire que j'avais soutenue pendant des années. Des legs spécifiques iraient à Pascal, à mon ancienne collègue Anne-Marie et au fonds d'études de Léa et Hugo, non pas par l'intermédiaire de leurs parents, mais directement avec un fiduciaire nommé par le tribunal. Renée recevrait un héritage modeste, comme il se doit, mais elle ne recevrait pas la maison. Elle ne recevrait pas les comptes. Elle ne recevrait pas la procuration. Le deuxième élément était un rapport de police officielle. Françoise l'avait conseillé avec soin. Compte tenu des preuves médicamenteuses, nous avions des motifs pour déposer un rapport auprès de la gendarmerie de la Haute-Savoie pour suspicion d'abus sur personnes âgées. Ce n'était pas quelque chose que je faisais à la légère. Renée était ma fille. Je l'aimais depuis 50 ans. Mais le rapport n'était pas une accusation au sens public, pas encore. C'était une documentation, un horodatage, une preuve que j'avais soulevé la question alors que j'étais encore en pleine possession de mes facultés, avant qu'aucune signature n'ait été obtenue. J'ai déposé le rapport un jeudi matin en personne, avec Françoise présente. Le troisième élément était mon cardiologue. J'ai demandé un rendez-vous privé séparé et j'ai demandé un examen complet de toutes les communications qu'elle avait reçues de René ou de Martin concernant mon état. Ce que j'ai appris était prudent, mais significatif. René avait appelé le cabinet à 2 reprises pour s'enquérir de la progression probable de ma maladie cardiaque. Elle s'était décrite comme mon aidante principale et avait demandé si les changements cognitifs étaient courants chez les patients avec mon diagnostic. Ma cardiologue, qui me connaissait depuis 11 ans, avait trouvé les appels inhabituels, mais n'avait pas su qu'ils n'étaient pas autorisés. Elle les a documentés maintenant à ma demande et a signé une lettre confirmant ma clarté cognitive. Le quatrième élément était le rapport du pharmacien. Il était revenu confirmant la présence de l'orazépam dans les pilules que j'avais fournies. Françoise a photographié chaque page. C'est un vendredi après-midi, le 15 novembre, que tout s'est accéléré. René a frappé à la porte de ma chambre alors que j'étais à mon bureau et a demandé si nous pouvions parler. Sa voix avait une nouvelle qualité prudente et légèrement tendue comme un fil sous tension. J'ai dit oui. Elle s'est assise sur le bord du lit. Martin se tenait dans l'embrasure de la porte. Maman, a dit René, nous savons que tu es allée voir une avocate. Je n'ai pas demandé comment. J'ai simplement attendu. Nous ne sommes pas en colère, a-t-elle dit. Nous comprenons que tu puisses avoir des inquiétudes, mais ce que tu dois comprendre, c'est que tout cela a été fait pour te protéger. Martin et moi avons été morts d'inquiétude pour toi, vivant ici seul, pour ta santé, pour ce qui se passerait si... Elle s'est arrêtée. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. Il n'a jamais été question d'autre chose que de s'assurer que tu sois prise en charge. Martin a parlé depuis l'embrasure de la porte. Sa voix était plus calme, et il y avait quelque chose sous la chaleur maintenant que je reconnaissais. Un registre plus dur. Dominique, tu dois comprendre la position dans laquelle cela nous met. Léa et Hugo ont besoin de stabilité. René a beaucoup sacrifié pour être ici pour toi. Si tu impliques des avocats et des complications juridiques, si tu portes des accusations, cela pourrait blesser des gens qui t'aiment. Cela pourrait nuire à toute la famille. Tu allais te regarder. Est-ce que tu me menaces, Martin? Bien sûr que non. Le sourire de nouveau.
Je te dis ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, ai-je dit. C'est ma maison, mon argent et mon indépendance. Je comprends exactement ce qui est en jeu. Le sang-froid de René s'est légèrement fissuré. Maman, tu ne comprends pas. L'avocat que nous avons trouvé, le testament que nous avons préparé, tout a été conçu pour s'assurer que tu sois en sécurité. Si tu te battes contre ça, si tu fais intervenir des personnes extérieures, tu ne créeras que le chaos des frais de justice et du chagrin. Le médicament sur ma table de chevet n'était pas du style Knox, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse. J'ai observé le visage de René. J'ai regardé la main de Martin se resserrer sur le cadre de la porte. Il contenait du lorazépam, ai-je dit. Je l'ai fait analyser. René s'est levé. Sa voix, quand elle a parlé, était chancelante. Maman, j'essayais juste de t'aider à dormir. Je pense que nous avons terminé pour ce soir, ai-je dit. Ils sont partis. Je les ai entendus dans le couloir, des voix basses, urgentes. Je suis restée assise à mon bureau et je n'ai pas bougé jusqu'à ce que leur porte se ferme. Puis je me suis permis de le sentir. Tout. Pendant exactement 10 minutes. Le chagrin. Le chagrin profond et épuisant de ce que ma fille était devenue, ou peut-être de ce qu'elle avait toujours été, et je l'avais trop aimée pour le voir. Après 10 minutes, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Françoise. Puis j'ai appelé ma cousine Marguerite à Évian et je lui ai demandé si je pouvais rester avec elle pendant une semaine. J'avais besoin de respirer, j'avais besoin de distance, j'avais besoin de revenir forte. La maison de Marguerite à Évian était petite et joyeuse, pleine de plantes de courte pointe et d'une odeur de feu de bois. Elle avait 71 ans et avait survécu à 2 mauvais mariages et à un cancer du sein, avec le genre de férocité bienveillante que j'avais toujours admiré. Je lui avais raconté les faits essentiels au téléphone. Elle n'avait pas posé de questions inutiles. Elle avait simplement dit « Viens ». Je suis restée 6 jours. Le 3e jour, René a appelé mon portable 4 fois. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale. Les messages ont commencé par être inquiets. Maman, nous sommes inquiets. S'il te plaît, appelle. Kim et se sont transformés au 4e message en quelque chose de plus délibéré. La voix de Renée était mesurée, répétée. Elle a dit qu'elle avait parlé à un médecin de sa connaissance, spécialisé en cognition des personnes âgées. Elle a dit que mon comportement, le secret soudain, le refus de communiquer, la pensée suspicieuse pourrait indiquer que mon état cardiaque affectait mon jugement. Elle a dit qu'elle ne mentionnait cela que par amour, et parce qu'elle ne voulait pas que je prenne des décisions que je regretterais. Elle préparait un récit. Une femme agissant étrangement déconnectée de sa famille, peut-être pas tout à fait saine d'esprit. C'était une manœuvre préventive. Si je les accusais, elle voulait une contre-histoire prête. Je m'y attendais. Françoise m'avait prévenu que c'était une tactique courante dans les cas d'abus financiers sur personnes âgées. J'ai transmis les enregistrements de la messagerie vocale à Françoise ce soir-là. Martin a envoyé un SMS le lendemain. Il était bref et à sa manière presque élégant dans sa manipulation. Dominique, je sais que les choses sont tendues. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je t'ai toujours respecté. Tu as construit quelque chose de remarquable avec Gérard. Nous ne voulons pas être dans des camps opposés. Parlons-en. Juste nous deux sans avocat. Je pense que nous pouvons trouver un moyen de traverser cela sans blesser personne. Je l'ai lu une fois. Je n'ai pas répondu. Le calme froid n'était pas quelque chose que je possédais naturellement dans ma jeunesse.
J'avais été pendant la plus grande partie de ma vie une femme chaleureuse et réactive, prompte à rire, prompte à pleurer, prompte à m'engager. Mais le deuil fait quelque chose à une personne. La maladie de Gérard me l'avait fait. Le voir diminuer jour après jour pendant 14 mois, rester présente, rester stable, continuer à prendre les bonnes décisions même quand tout en moi voulait s'effondrer, avait changé l'architecture de mon sang-froid. Je savais attendre. Je savais tenir bon. J'ai passé ces 6 jours à Évian à faire des choses ordinaires. Je me promenais sur le sentier du bord du lac le matin. J'ai aidé Marguerite à installer ses contre-fenêtres. J'ai cuisiné une potée de poulet qui a duré 3 jours. J'ai lu, j'ai dormi sans médicaments et je me suis réveillée en me sentant pour la première fois depuis des mois moi-même. Françoise a appelé le mercredi avec une mise à jour. Le rapport écrit du pharmacien avait été reçu. La gendarmerie avait assigné un inspecteur nommé Moreau à l'affaire. Françoise avait pris contact avec un enquêteur principal des services de protection des adultes vulnérables de la région. La structure est solide maintenant, a-t-elle dit. Nous sommes prêts à agir quand vous le serez. J'ai aussi appelé Anne-Marie, mon ancienne collègue du lycée, qui était devenue une fervente défenseur des personnes âgées après que sa propre mère ait été victime d'une escroquerie financière 10 ans plus tôt. Anne-Marie est venue de Grenoble et nous nous sommes assises à la table de la cuisine de Marguerite pendant 3 heures. Elle m'a mise en contact avec un réseau de soutien qu'elle avait aidé à organiser un groupe de femmes de la région, beaucoup d'entre elles veuves, qui avaient connu des tentatives similaires de la part de membres de leur famille ou d'aidants. Elles se réunissaient de manière informelle 2 fois par mois. Plusieurs avaient engagé des poursuites judiciaires. Plusieurs avaient gagné. J'ai rejoint le groupe. Lors de ma dernière soirée à Évian, Marguerite et moi, nous sommes assises sur sa terrasse avec des tasses de thé alors que les montagnes s'assombrissaient et que les premières étoiles apparaissaient. Elle a dit: Tu sais, le plus dur n'est pas la bataille juridique. Non, Fitchich. J'ai dit: Le plus dur est de ne pas la haïr. Marguerite a regardé les étoiles. Et on peut aimer quelqu'un complètement et refuser de le laisser te détruire. J'ai longuement réfléchi à cela. Le lendemain matin, je suis retournée à Annecy. Je me suis garée dans ma propre allée. J'ai déverrouillé ma propre porte d'entrée. Je suis entrée dans ma propre maison. Les papiers que René avait laissés sur la table de la cuisine étaient toujours là. Je les ai ramassés, je les ai portés dans mon bureau et je les ai placés dans le dossier que Françoise avait étiqueté pièce à conviction A. J'ai fait du café. J'ai arrosé mes plantes. Je me suis assise dans le fauteuil de Gérard près de la fenêtre et j'ai regardé la rue. Il reviendrait, j'en étais sûre, j'étais prête. Ils sont venus un samedi 2 semaines après mon retour d'Évian. Renée est arrivée la première seule à 10 heures du matin. Elle a frappé au lieu d'utiliser sa clé. C'était nouveau. Elle était, elle était habillée sobrement, sans bijoux, sans maquillage. Elle portait une boîte de sablé au citron qu'elle savait que j'adorais, le genre qu'elle ne préparait que lorsqu'elle voulait quelque chose. Je l'ai laissée entrer. J'ai mis la bouilloire en marche. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Elle a commencé par s'excuser. Elle était très douée pour ça. Les excuses étaient multiples. Chagrin de m'avoir mise sous pression. Reconnaissance que les documents étaient venus trop vite. Regret que je me sois sentie gérée. Elle a tendu la main sur la table
et a pris la mienne. Ses yeux étaient humides. Maman, j'ai peur. C'est tout ce que ça a toujours été. J'ai peur de te perdre comme nous avons perdu papa. Et j'ai dépassé les bornes. Et je suis tellement désolée. J'ai écouté. J'ai gardé un visage doux. Je savais que chaque mot était une performance. Mais je comprenais aussi que sous la performance, il y avait peut-être un fil de quelque chose de réel. Une fille qui, d'une manière partielle et déformée, aimait sa mère. C'était la partie la plus douloureuse. Ce n'était pas purement monstrueux, c'était humain. Et cela avait failli me détruire. J'ai regardé autour de ma cuisine le rebord de la fenêtre avec la vieille tasse de café de Gérard, que je gardais toujours là, le calendrier avec mon écriture marquant les déjeuners du mardi, le crochet près de la porte où pendaient mes gants de jardin. Tout était ordinaire, tout était à moi. Et de l'autre côté de la table, ma fille jouant le deuil d'une mère qu'elle avait déjà commencé à enterrer dans ses plans. Je te pardonne, ai-je dit, parce que je le pensais, mais pas de la manière dont elle voulait que je le pense. Un soulagement traversa son visage. Elle serra ma main, puis elle dit: J'adorerais que nous puissions nous asseoir avec le nouvel avocat, quelqu'un de neutre que tu n'as jamais rencontré, et tout revoir ensemble, pas mon projet, un nouveau. Table rase, juste pour s'assurer que tu es protégé. C'est tout ce que je demande. L'avocat neutre la table rase le processus qu'elle pourrait contrôler en étant dans la pièce. J'ai ma propre avocate maintenant, ai-je dit agréablement. Françoise Audoux, elle s'occupe de tout. René retira lentement sa main. Maman Françoise est quelqu'un que tu as trouvé par une voisine. Tu ne connais pas son parcours, son expérience en matière de succession. Elle a été avocate en droit de la famille à Lyon pendant 30 ans, ai-je dit. Je suis très à l'aise avec elle. Martin aimerait te voir. Martin est entré d'où qu'il attendait. La voiture, je suppose. Il portait sa belle veste. Il s'est assis et un instant a semblé presque sincèrement mal à l'aise. Puis la performance l'a de nouveau envahi. Dominique, a-t-il dit. Je veux dire quelque chose d'homme à homme, enfin, hein, d'homme à femme. Il marqua une pause sur la phrase, reconnut la maladresse, avec un petit sourire. Tu as engagé une avocate. Tu as parlé à des gens de choses qui sont des affaires familiales privées. Je comprends que tu sois contrarié, mais ce que tu ne comprends peut-être pas entièrement, c'est l'exposition juridique que tu crées pour toi-même. Je vous demande pardon, ai-je dit. Porter des accusations d'abus sur personnes âgées, dit-il calmement, comme s'il expliquait un terme technique contre des membres de la famille sans preuve qui tiennent la route. Ce genre d'affirmation peut être très dommageable pour tout le monde, y compris pour la personne qui les fait. Les tribunaux ne voient pas d'un bon œil les personnes âgées qui font des affirmations qu'elles ne peuvent pas étayer. Cela met en question votre propre jugement. Il a soutenu mon regard. C'était censé me faire peur. C'était, je devais l'admettre, quelque peu efficace. Une peur froide et piquante m'a traversée. Pas de lui exactement, mais de la machine qu'il invoquait. Les systèmes juridiques, les tribunaux, l'humiliation d'être dépeinte comme une vieille femme confuse qui avait accusé sa famille par paranoïa.
J'ai pensé à mes élèves, ceux qui, face à un passage difficile dans un roman, voulaient sauter à la fin pour trouver la version plus facile de l'histoire. Je leur avais toujours dit, restez dans la partie difficile. C'est là que vous apprenez ce que l'auteur voulait vraiment dire. J'apprécie votre préoccupation, ai-je dit. Nous ne sommes pas tes ennemis, Dominique. Nous essayons de te protéger. De quoi? Ai-je demandé. Il a cligné des yeux. Vous n'arrêtez pas de dire que vous me protégez, ai-je dit. Me protéger de quoi exactement? De ma propre avocate, de mon propre médecin, de décider moi-même de ce qu'il advient de ma maison. Il s'est recalibré. De prendre des décisions sous le stress que tu pourrais regretter. Matin, Aïdjé dit. Je suis une enseignante à la retraite de 74 ans qui a géré ma propre vie pendant plus d'un demi-siècle. Je crois que je suis capable de décider ce que je pourrais regretter. Il a regardé René. Quelque chose est passé entre eux, un échange rapide et involontaire, le genre qui se produit entre des personnes qui ont répété une scène et se retrouvent soudainement hors du script. René a baissé les yeux sur ses mains. La mâchoire de Martin s'est tendue de manière presque imperceptible. Nous allons te donner plus de temps, a dit René enfin. Sa voix était devenue plate, la performance entièrement dépouillée maintenant. Mais maman, je veux que tu saches que si cela devient conflictuel, si des avocats commencent à envoyer des lettres et que des enquêteurs commencent à poser des questions, cela déchirera cette famille. Et ce sera de ta faute, pas de la nôtre. Elle s'est levée. Martin s'est levé. Aucun d'eux ne m'a touché en sortant. La boîte de sablé au citron était restée fermée sur la table. J'ai remarqué alors que Martin passait le seuil de la cuisine que ses yeux parcouraient une fois rapidement. Automatiquement la pièce, comme il le faisait toujours, cataloguant, estimant. Même maintenant, même en retraite. Ils sont partis. J'ai entendu la voiture quitter l'allée. Je suis restée assise à la table de la cuisine pendant un long moment. La peur était toujours là, froide et réelle. La peur des conséquences des dommages d'un combat public avec ma propre fille. J'ai senti tout son poids et je n'ai pas essayé de le repousser. J'avais appris que la peur ignorée a une façon de revenir plus grande. Et puis j'ai pensé à la main de Martin sur le cadre de la porte. La nuit où je leur ai parlé du lorazépam. J'ai pensé au message vocal à l'avocat neutre, à l'implication que j'étais trop vieille pour qu'on me fasse confiance avec mes propres affaires. J'ai pensé à la boîte de sablé et à ce qu'elle était censée accomplir. La peur n'a pas disparu, mais elle s'est durcie en quelque chose d'utile. J'ai appelé Françoise le lundi matin et je lui ai dit que nous étions prêtes à agir. Françoise avait passé 3 semaines à construire tranquillement et méthodiquement ce qu'elle appelait un dossier structurel complet. Au moment où nous étions prêtes à agir, il y avait une analyse écrite du pharmacien, un dossier médical du docteur Révier, documentant la benzodiazépine non autorisée, une déclaration sous serment de mon cardiologue décrivant les demandes non autorisées de René, un rapport de police déposé auprès de la gendarmerie de la Haute-Savoie, une saisine complète des services de protection des adultes et un message vocal enregistré dans lequel René faisait obliquement référence à ma cognition comme un dispositif narratif préventif. Françoise avait également obtenu des relevés téléphoniques montrant que Martin avait passé plusieurs appels à un deuxième avocat. Pas l'avocat en succession dans les semaines précédant la nuit où je l'ai surpris.
La réunion décisive a eu lieu dans le bureau de Françoise un mardi matin de décembre, 12 jours avant Noël. Françoise avait demandé que René et Martin y assistent et elle l'avait formulé de manière assez neutre, une discussion de médiation pour éviter des procédures judiciaires prolongées, pour qu'ils acceptent. Ils sont arrivés ensemble, Martin, avec sa belle veste à nouveau. René coiffé avec soin. Ils se sont assis en face de Françoise et moi à la table de conférence. Leur avocat, dont le nom était Maître Bailly, s'est assis à côté de Martin. Je ne savais pas qu'ils amèneraient Bailly, mais Françoise s'y était préparée. J'étais déjà venue 2 fois dans ce bureau pour des signatures de documents, mais ce matin-là, c'était différent. La longue table en chêne, la lumière d'hiver plate et blanche à travers les stores, le silence particulier d'une pièce où quelque chose de conséquent est sur le point de se produire. J'avais ressenti ce silence auparavant dans les salles d'attente des hôpitaux dans les dernières semaines de Gérard. Je savais comment m'asseoir dedans. Françoise a commencé par poser une seule feuille de papier sur la table. C'était l'analyse du pharmacien. Elle ne l'a pas expliquée. Elle a laissé Bailly et Martin la lire en silence. Bailly a dit: cette analyse est basée sur une pilule prise au domicile de Madame Lambert. Il n'y a pas de chaîne de possession établie. Et le flacon de pilule porte l'étiquette Dominique Lambert, datée du 14 octobre, délivrée par une pharmacie du centre-ville, a dit Françoise. La pharmacie n'a aucune trace de cette ordonnance. Le médecin prescripteur indiqué sur l'étiquette n'a pas Dominique comme patiente. Chumchas, elle a posé un deuxième document sur la table. La déclaration écrite de la pharmacie confirmant l'absence de traces de l'ordonnance. Le visage de René s'était figé. Nous avons également les enregistrements de 2 appels téléphoniques passés au cabinet du docteur Kathleen Murray, a poursuivi Françoise, dans lesquels l'appelante, qui s'est identifiée comme l'aidante principale et la fille de Dominique, s'est renseignée spécifiquement sur le calendrier du déclin cognitif associé au diagnostic cardiaque de Dominique. Le docteur Murray a documenté les 2 appels et a confirmé qu'elle n'avait pas l'autorisation de Dominique pour discuter de son cas avec un tiers. Françoise a posé ses dossiers sur la table. Martin a dit: c'est une déformation d'une préoccupation familiale tout à fait normale. Le rapport de police déposé le 8 novembre documente une suspicion d'exploitation financière de personnes âgées, a dit Françoise sans élever la voix. Elle a placé le rapport sur la table. La saisine des services de protection des adultes a été ouverte le 9 novembre. Ces services ont mené leur propre enquête préliminaire et ont trouvé des motifs suffisants pour poursuivre. Leur enquêteur est disponible pour parler à l'avocat de vos clients aujourd'hui, Maître Bailly, s'il le souhaite. Jenny. Bailly s'est penché et a dit quelque chose à voix basse à Martin. La mâchoire de Martin était serrée. René m'a regardé de l'autre côté de la table. Pendant un instant, elle ressemblait simplement à ma fille effrayée et jeune, d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis 30 ans. La coiffure soignée, l'expression composée, tout cela avait disparu. En dessous, il y avait quelque chose de brut, quelque chose que je reconnaissais d'il y a très longtemps. Le visage qu'elle faisait enfant quand elle était prise en flagrant délit de mensonge et savait que je savais. J'avais toujours trouvé plus facile de lui pardonner alors. C'était le piège dans lequel j'avais passé 50 ans. Maman, a-t-elle dit, et sa voix s'est légèrement brisée. Maman, je n'ai pas... Je sais ce que tu as fait, ai-je dit.
J'ai gardé ma voix égale. Je sais ce qu'était le médicament. Je sais ce que Martin a dit au téléphone la nuit du 7 octobre. Je sais à quoi les documents étaient destinés. Je ne suis pas confuse, René. Je n'ai jamais été confuse. Martin a dit: Nous pouvons résoudre cela en privé. Il n'y a pas besoin des services sociaux. Pas besoin que tout cela aille plus loin. Si Dominique se sent sous pression, nous pouvons simplement retirer les documents. Les documents ont été retirés il y a 3 semaines, a dit Françoise. Dominique a signé un nouveau testament indépendant et une fiducie le 22 novembre attestée par 2 parties indépendantes et déposée auprès du greffe. De plus, un rapport sur l'incident médicamenteux a été transmis à l'Ordre des médecins, car l'étiquette de l'ordonnance nomme un médecin qui pourrait avoir été complice. Et depuis ce matin, nous avons déposé une plainte formelle auprès du barreau concernant l'avocat en succession qui a rédigé les documents originaux. Étant donné les preuves claires que les documents ont été conçus pour bénéficier aux clients de la partie rédactrice au détriment d'une cliente âgée qu'ils ne représentaient pas. Bailly ne dit rien. Il écrivait rapidement, je l'ai remarqué. Son stylo n'avait pas cessé de bouger depuis que Françoise avait posé le 3e document sur la table. Quoi qu'on lui ait dit de s'attendre en entrant dans cette pièce, ce n'était pas ça. Martin s'est tourné vers moi. La chaleur avait entièrement disparu. Son visage sans la performance était quelque chose que je n'avais jamais tout à fait vu auparavant, pas exactement en colère, mais dépouillé, exposé. Le visage d'un homme qui s'était cru plus malin que la situation et venait de découvrir qu'il ne l'était pas. Sa voix était calme et plate. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé, Dominique. J'en ai une idée complète, ai-je dit. C'est la différence entre nous. René a mis son visage dans ses mains. La réunion s'est terminée peu après. Bailly a demandé une suspension de séance pour consulter son client. Françoise l'a accordée. Dans le couloir, pendant que nous attendions, elle a posé brièvement sa main sur mon épaule et a dit: Vous vous en êtes très bien sorti. J'ai hoché la tête. Je pensais à Gérard et à la façon dont il aurait souri. Pas un sourire triomphant. Gérard n'avait jamais été un homme qui aimait gagner contre les gens. Mais le sourire particulier qu'il réservait au moment où quelque chose de difficile avait été fait avec intégrité. Le sourire qui disait « c'est comme ça que ça devait se passer ». Les mois qui ont suivi n'ont pas été sans difficulté. Les processus juridiques sont lents et imparfaits. Et la justice, quand elle arrive, arrive rarement comme dans les histoires qu'on nous racontait enfants soudainement de manière spectaculaire, avec des camps clairs et des résultats sans ambiguïté. Mais elle est venue. L'enquête des services de protection des adultes s'est conclue en janvier par une constatation formelle d'exploitation financière et de mauvaise utilisation des médicaments. La constatation a été inscrite au registre national. Elle suivrait René et Martin dans toute procédure future impliquant des adultes vulnérables. L'affaire pénale a évolué plus lentement. La gendarmerie avait assigné l'inspecteur Moreau à l'affaire en novembre et en février, il avait rassemblé suffisamment de preuves, y compris les dossiers de la pharmacie, la documentation médicale et les relevés téléphoniques obtenus par mandat pour renvoyer l'affaire au bureau du procureur de la République pour examen des charges. En mars, le procureur a engagé des poursuites contre Martin Dubois pour exploitation financière de personnes âgées en vertu de la loi française.
L'accusation était un délit grave. René n'a pas été inculpée au pénal. Il n'y avait pas de preuve directe suffisante qu'elle avait sciemment fourni une substance contrôlée dans l'intention de nuire. L'affaire du médicament était suffisamment circonstancielle pour que le procureur refuse de la poursuivre pénalement, mais elle a été nommée comme défenderesse dans la décision civile des services de protection. Et Françoise a intenté une action civile en mon nom demandant des dommages et intérêts pour manipulation financière, détresse émotionnelle et frais liés aux procédures judiciaires. En avril, l'avocat de Martin a contacté Françoise pour discuter d'un règlement. Martin ne voulait pas de procès. Un procès signifiait des témoignages, et des témoignages signifiaient les conversations téléphoniques enregistrées, les dossiers de la pharmacie, la documentation du cardiologue. Tout cela lu à voix haute dans une salle d'audience où des journalistes, des voisins et toute personne intéressée pourraient l'entendre. J'ai pensé à tous les samedis après-midi où Martin se tenait dans mon allée parlant aux voisins de la valeur de leur propriété, l'autorité facile dans sa voix, la façon dont les gens s'en remettaient à lui. Une salle d'audience lui coûterait cela. L'offre de règlement était à sa manière un aveu de combien cela lui coûtait. Françoise m'a présenté l'offre de règlement et m'a expliqué mes options. J'ai pris 24 heures pour y réfléchir. Je veux une reddition de compte, ai-je dit à Françoise, pas de l'argent. Alors nous ne réglons pas, a-t-elle dit. Nous n'avons pas réglé. Le procès a eu lieu en juin. Il a duré 4 jours. J'ai témoigné pendant 2 heures le deuxième jour. Je portais les perles de Gérard et le tailleur en laine gris que j'avais porté aux réunions les plus importantes de ma vie, et j'ai répondu à chaque question d'une voix claire. Le procureur était une jeune femme nommée Diaz, qui avait une manière précise et posée que j'ai trouvée rassurante. Elle m'a demandé de décrire dans mes propres mots la nuit du 7 octobre. Je l'ai décrite. J'ai décrit le couloir, le sol froid sous mes pieds nus, le verre d'eau dans ma main, la voix de Martin à travers la porte. J'ai décrit ce que j'ai ressenti. J'ai décrit ce que j'ai décidé. Je n'ai pas pleuré. J'avais décidé quelques semaines plus tôt que je ne leur donnerais pas mes larmes. Pas dans une salle d'audience, pas dans un journal, pas dans un dossier qui survivrait au moment. J'avais passé assez de ma vie émotionnelle au service du confort des autres. Ces 2 heures appartenaient à la vérité. L'avocat de Martin a tenté, lors du contre-interrogatoire, de suggérer que mon oui n'était pas fiable, que la conversation dans le couloir aurait pu être mal interprétée, qu'une femme avec un problème cardiaque prenant des médicaments la nuit pourrait confondre les détails d'un échange à moitié entendu. J'ai écouté chaque question attentivement et y ai répondu exactement. Je n'ai pas élaboré au-delà de ce qui était demandé. Je ne suis pas devenue défensive. Je suis restée comme Françoise m'avait coachée et comme je m'étais entraînée devant le miroir pendant 3 matins de suite simplement clairs. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Ils ont rendu un verdict de culpabilité sur l'accusation principale et sur une deuxième accusation de fraude financière liée à la préparation de documents non autorisés. Martin a été condamné à 14 mois dans un établissement pénitentiaire à régime de semi-liberté et à 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve. Il a été condamné à verser une indemnisation. Il porterait un casier judiciaire pour le reste de sa vie. Je l'ai regardé recevoir la sentence de l'autre côté de la salle d'audience. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé le sol, puis son avocat, puis une distance moyenne, qui contenait, je suppose, l'avenir qu'il avait prévu,
et l'avenir qu'il avait maintenant à la place. Le montant de l'indemnisation était inférieur à ce que Françoise avait demandé. Je m'y attendais. Les tribunaux mesurent le préjudice financier d'une manière qui ne tient pas pleinement compte du coût de la peur des nuits blanches, du fait de s'asseoir à une table de cuisine à 5 heures du matin en essayant de comprendre pourquoi votre fille avait choisi cela. Mais c'était quelque chose. C'était son nom dans un dossier public permanent et sans ambiguïté. René et moi nous sommes fait face brièvement dans le couloir du palais de justice après le verdict. Elle semblait diminuer, plus mince, plus âgée, son visage tenu par quelque chose qui n'était pas tout à fait de la composure. Elle a dit: «J'espère que tu es satisfaite.» J'ai réfléchi à ce que je voulais dire. Il y avait beaucoup de choses. J'ai pensé au sablé au citron sur la table de la cuisine. J'ai pensé au baiser de bonne nuit et à la pilule pressée dans ma paume. J'ai pensé à la voix à travers la porte et au sol froid et au verre qui tremblait. J'espère, ai-je dit, qu'un jour tu comprendras ce que tu as failli me prendre. Elle s'est retournée et s'est éloignée. Je l'ai regardée partir jusqu'à ce qu'elle pousse les portes du palais de justice et que la lumière de décembre l'avale. Françoise m'a emmené déjeuner ensuite dans un restaurant sur l'avenue de Lexington, avec de grandes fenêtres et une lumière de fin d'après-midi. Nous avons bu un verre de vin. Elle m'a dit que c'était l'un des cas d'abus sur personnes âgées les mieux documentés qu'elle ait vus dans sa carrière. Je l'ai remerciée. Elle m'a remercié pour ma patience, pour ma précision pour le bloc-notes couvert de listes. En rentrant chez moi, je suis passée devant la rue où j'avais enseigné pendant tant d'années. L'école était toujours là, en briques et familière. J'ai pensé à tous les élèves que j'avais vus lire leurs premiers textes difficiles, ceux qui voulaient que l'histoire soit plus simple qu'elle ne l'était, et ceux qui restaient avec la complexité jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. J'étais restée avec la complexité. J'ai tourné dans ma rue. La maison blanche était là dans la lumière de décembre, exactement comme elle l'avait toujours été. Les rosiers avaient besoin d'être taillés. Le porche avait besoin d'une nouvelle couche de peinture. C'était à moi. L'année qui a suivi le procès a été la meilleure année que j'ai vécue depuis que Gérard était en bonne santé. Je sais que cela semble étrange à dire, que les suites d'une trahison et de procédures judiciaires puissent en quelque sorte s'ouvrir sur quelque chose de bon. Mais j'avais appris quelque chose pendant ces mois que je ne savais pas que j'avais besoin d'apprendre, de quoi j'étais capable et ce que ma vie contenait réellement. À l'automne, je me suis inscrite à un cours d'aquarelle au centre d'art. Gérard m'avait toujours encouragée à essayer la peinture et j'avais toujours trouvé une excuse pour ne pas le faire. Je n'étais pas particulièrement douée, mais j'y prenais un plaisir total qui m'a surprise. J'ai peint les montagnes en octobre, la roseraie en mai et le fauteuil de lecture de Gérard dans la lumière de l'après-midi 3 fois jusqu'à ce que j'obtienne la bonne ombre. Pascal et moi avons établi un vrai déjeuner du mardi que nous manquions rarement. Nous avons ajouté Anne-Marie le 3e mardi de chaque mois. Toutes les trois, nous mangions bien et parlions de livres de politique locale et des petites indignités et des plaisirs inattendus d'être des femmes d'un certain âge dans un monde qui nous sous-estimait constamment. Le groupe de soutien auquel Anne-Marie m'avait présenté est devenu quelque chose auquel je redonnais autant que je prenais. Au printemps, j'aidais les nouveaux membres à naviguer dans les premières étapes de ce à quoi ils étaient confrontés. La peur, le chagrin de découvrir que quelqu'un que vous aimiez avait calculé derrière vos yeux bienveillants. J'ai gardé la maison.
J'ai planté des rosiers grimpants le long de la clôture arrière rose foncé, une variété que Gérard avait mentionnée une fois et n'avait jamais eu le temps de planter. J'ai fait repeindre le porche en blanc et j'ai acheté un nouveau fauteuil vert forêt pour le bureau. Les fonds d'études de Léa et Hugo ont reçu leur legs à temps. Je leur ai écrit à chacun une lettre expliquant en termes adaptés à leur âge que je les aimais. Léa, 16 ans, et déjà très attentive au monde, m'a répondu par une lettre qui m'a fait presser la main sur mon cœur pendant un long moment. La vie de René et Martin s'est effondrée dans l'année qui a suivi le verdict, avec la minutie silencieuse d'une structure dont les fondations avaient toujours été plus faibles qu'elles n'y paraissaient. Martin a purgé 9 mois avant d'être libéré plus tôt. Le casier judiciaire lui a coûté sa licence d'agent immobilier. Il a fait appel. L'appel a échoué. Il a fini par trouver du travail dans la gestion immobilière. Je ne l'ai plus revu. Renée a déménagé à Lyon. J'ai entendu par Pascal qu'elle avait eu du mal avec la situation juridique de Martin, le stress financier, avec la version d'elle-même avec laquelle elle devait vivre maintenant que tout avait si complètement échoué. J'avais décidé de ne pas me demander si elle avait des remords. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de l'autopréservation. J'avais donné 50 ans d'amour à ma fille et elle l'avait presque utilisé pour me détruire. Il y avait une limite que je devais maintenir non par haine, mais par respect pour ma propre survie. J'ai utilisé une partie de l'indemnisation civile pour créer une bourse dans mon ancien lycée, le prix Gérard et Dominique Lambert pour l'esprit critique. La première lauréate était une fille nommée Maya, qui était exceptionnellement douée pour lire des textes difficiles et y trouver la vérité. J'ai assisté à la cérémonie au printemps, regardant Maya accepter son certificat, avec une composure qui semblait un peu trop vieille pour ses 17 ans. Elle me rappelait moi-même. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée au belvédère, au-dessus de la ville. J'ai baissé la vitre dans la douce chaleur de mai, regardant les montagnes vertes, maintenant entièrement feuillues, énormes et sans hâte. 74 ans, ai-je pensé. Toujours là, toujours à moi. La nuit où je me tenais dans ce couloir sombre et que j'ai entendu la voix de mon gendre dire « Le problème se résoudra de lui-même ». J'aurais pu retourner me coucher et prétendre que je n'avais rien entendu. Beaucoup de gens le font. La peur est puissante et l'amour nous pousse à croire au meilleur. Mais j'avais appris par les livres, par des décennies, par la perte, que la vérité, une fois connue, ne peut être ignorée en toute sécurité. Si quelqu'un en qui vous avez confiance se prépare tranquillement à tout vous prendre, n'attendez pas qu'il finisse. Qu'auriez-vous fait à ma place? Si cette histoire vous a touché quelque part de réel, j'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Et si vous pensez que quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre, s'il vous plaît, partagez-la. Merci de votre écoute.